Je vous remercie, Monsieur le Président. On entend souvent dire, et on l'a dit et répété ici, qu'un vieillard qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui disparaît. Du point de vue de la logique cognitive, cette formule est erronée. On devrait plutôt dire un vieillard qui meurt en Afrique, c'est une mémoire, et même préciser une mémoire lignagère qui disparaît. Les livres relèvent d'une autre logique que celle de la mémoire. Les livres relèvent de ce que l'anthropologue britannique Jack Goody appelle la raison graphique. Cette idée que les cultures africaines sont des cultures de l'oralité est une invention des anthropologues européens. Et elle repose sur la pratique de l'anthropologie telle qu'elle a été théorisée et pratiquée par Malinowski au début du XXe siècle. Elle consiste essentiellement à recourir à des informateurs indigènes qui sont parfois des savants tribaux, parfois même des collègues de ces anthropologues européens qui étudient des populations, des sociétés dont ils s'interdisent d'apprendre la langue et de voir que ces sociétés, ces cultures sont détentrices de traditions écrites et que ces traditions écrites sont parfois de grandes traditions savantes. S'agissant des sociétés sahariennes et sahéliennes, les savants coloniaux ont eux-mêmes pointé ce paradoxe sans pouvoir l'expliquer. Au début du XXe siècle, l'un d'eux disait, à propos du nord du Mali, on savait bien que des familles religieuses dans l'Azawed, dans l'Adrar des Ifouras, dans le Taguint, avaient produit des hommes vénérés par leur sainteté et leur pouvoir, mais on ne pouvait imaginer que la culture arabe eût été susceptible en pareil milieu de se traduire par des œuvres importantes. Des témoignages recueillis en d'autres régions analogues autorisaient à penser que la vie nomade, faite de mouvements continuels, de guerres, de pillages et de grands déplacements, était totalement exclusive de toute culture intellectuelle élevée. Ce paradoxe n'a jamais été expliqué. Il a même été, dans une certaine mesure, nié par l'anthropologie du Maghreb. Lorsque Clifford Geertz, parlant du Maghreb, dit qu'il y a deux modèles de religiosité dominants au Maghreb, l'un qu'il appelle le scripturalisme, l'autre qu'il nomme l'illuminisme, et en disant que le scripturalisme est l'expression religieuse de la ville et l'illuminisme est l'expression religieuse de la campagne, on est dans la négation de ce paradoxe que j'évoquais à l'instant. De la même manière que lorsque Berck, utilisant des concepts d'inspiration gurvitchienne, de la sociologie de Gurvitch, parle d'un islam institutionnel et d'un islam effervescent, sous-entendu que l'islam institutionnel, c'est celui des villes, et l'islam effervescent, c'est celui des campagnes, le paradoxe évoqué est encore nié, dans la mesure où, pour Berck, la culture scripturaire au Maghreb est adossée à la Qaïsaria, au souk, elle est adossée à la mosquée et elle est adossée au makhzen. Gellner va encore plus loin. Il nous explique dans l'un de ses maîtres ouvrages sur le Maghreb, The Sense of the Atlas, que les ruraux sont incapables, du fait de leurs conditions matérielles, de subvenir aux besoins d'une classe de lettrés. Seules les villes qui ont les moyens économiques, qui ont les institutions politiques, économiques, etc., sont capables de produire et de reproduire une classe de lettrés qui est le support humain de la culture scripturaire savante.
Là, je vous ai cité, mais brièvement et schématiquement, les thèses de 3 grandes figures de l'anthropologie moderne qui se sont intéressées au Maghreb. Gellner et Geertz viennent de la tradition weberienne, de l'individualisme méthodologique pour les spécialistes, et Berck, via Gurvitch, vient du paradigme de la tradition durkheimienne, du paradigme sociologique élaboré par Durkheim. Et les uns et les autres conviennent que seule la ville est capable de produire du savoir structurel et qu'en dehors de la ville, il n'y a point de possibilité de production de savoir structurel, alors même que le paradoxe avait été souligné plusieurs générations avant eux. Donc, les uns et les autres ont nié que les sociétés rurales, les sociétés oasiennes, les sociétés pastorales puissent produire une culture de l'écrit, et qui plus est une culture savante. Et c'est à la culture savante de l'ère saharo-sahélienne qu'appartient le corpus de Nawazil de Cheikh Bey el-Kounti, que je voulais vous présenter, mais que je n'ai pas le temps de présenter, et dont j'ai déjà établi le texte et qui va être publié bientôt. Ce corpus de droit jurisprudentiel de Nawazil est une butte témoin de l'état de développement du droit musulman atteint dans l'ère culturelle saharo-sahélienne. Cette ère ou cet espace saharo-sahélien est bien, à mon sens, une ère culturelle, une area studies. C'est très important qu'on en fasse une ère culturelle parce que l'enjeu scientifique est majeur. Il permet de faire d'une grande région géographique qui est morcelée, qui est constituée d'îlots d'humanité, séparés les uns des autres, d'en faire une unité de signification et un cadre d'intelligibilité à la fois pour l'histoire, mais aussi pour l'anthropologie et la sociologie des sociétés de cette ère-là. Parce que, au vu des moyens dont nous disposons aujourd'hui, notamment toutes ces traces écrites considérables, il est non seulement possible de faire autrement l'anthropologie de ces régions, mais aussi d'en faire la sociologie et encore l'histoire. Une histoire d'autant plus remarquable qu'elle nous permet d'entrer dans l'intérieur du Maghreb et de faire contrebalancer les sources européennes, occidentales, par des sources locales, par des sources indigènes d'une extrême richesse. Et que cette grande ère saharo-saharienne constitue une ère culturelle en soi, peut être démontrée de différentes façons. Ici, je vais choisir très brièvement d'évoquer celle qu'offre le corpus de Cheikh Bey el-Kounti, qui est un des grands juristes maliens de la fin du XIXe, début du XXe siècle. Ce corpus-là montre l'existence d'un monde savant saharo-saharien qui a ses réseaux de maîtres, qui a ses bibliothèques d'une richesse considérable. J'ai même reconstitué quelques-unes des bibliothèques sahéliennes de la fin du XIXe siècle, notamment la bibliothèque de Cheikh Bey el-Kounti, qui était d'une grande richesse. Et là, j'ai bénéficié tout à la fois des sources archivistiques françaises, mais aussi du corpus de Nawazil de Cheikh Bey el-Kounti et d'autres écrits de Cheikh Bey el-Kounti qui m'ont permis de reconstituer la bibliothèque de Cheikh Bey el-Kounti, mais aussi d'autres savants de l'Azawad. Donc, un réseau de maîtres, un réseau de bibliothèques et un système de référence formant un savoir partagé. L'ensemble forme une école de pensée. Une école dont la technicité n'a rien à envier à celle des grandes métropoles de l'islam, notamment de l'islam de l'Occident musulman. Je n'ai pas le temps d'administrer la preuve de ce que je vous dis, mais il suffit que je vous mentionne quelques-uns des corpus que Cheikh Bey el-Kounti a utilisés pour élaborer son recueil.
Et ça remonte assez loin. Il va jusqu'au Ajwiba de El Marili. Ensuite, il mobilise les Nawazil de de Baba Ahmed de Tombouctou. Il évoque et cite à plusieurs reprises les Nawazil de l'Amash, qui est un des grands savants de la Mauritanie de la fin de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Il évoque par ailleurs les Ajwib al-Fiqhiyya de Issa ibn Abdrahman al-Suktani al-Marrakchi. Il évoque et mentionne et cite les Nawazil d'un autre grand juriste de Marrakech, un autre Suktani. Il évoque aussi les juristes de Sijil Massa, les juristes de soudanais, notamment les Masail al-Muhimma de Atman al-Foudi, et les Ahkam al-Os du même Atman al-Fouti. Là, on a la base des références saharo-sahariennes sur laquelle s'est constituée ce que j'appelle une véritable école de droit. C'est le premier étage. Il y a un deuxième étage qui évoque les grandes références du Maghreb et un troisième étage qui évoque et mentionne et mobilise les grandes références juridiques de l'Occident musulman. Ça se développe en cercle concentrique jusqu'à toucher l'Égypte, qui naturellement, à travers les grands maîtres du malikisme au IXe siècle, notamment Ibn Qasim, et ça remonte jusqu'à Malik. La richesse de ce corpus, mais aussi des autres corpus, parce qu'ils sont nombreux, ces corpus qui ne sont pas édités et qui sont très importants pour cette région-là, montre que si par hasard était détruit le grand héritage juridique de l'Occident musulman, on le retrouverait dans ces corpus saharo-sahariens. Donc aujourd'hui, on devrait dire plutôt qu'un manuscrit saharo-saharien, en tout cas en matière de droit, qui est détruit, c'est une mémoire scripturaire, c'est une partie de la mémoire savante de l'Occident musulman dans son ensemble. Et j'intègre l'ère saharo-saharienne dans cet Occident musulman. Alors, pourquoi avoir établi ce texte des Nawazil de Cheikh Bey el-Kounti, alors même que je suis un spécialiste du Moyen-Âge? Je l'ai fait par solidarité avec le Mali, les Maliens. Parce que j'ai vu qu'en Europe et aux États-Unis, on s'intéresse beaucoup à cette ère-là. Et qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis pour digitaliser des manuscrits, mais très peu de gens pour travailler dessus. À quoi ça sert de digitaliser des manuscrits dont on ne montre pas la portée et la richesse considérable? Je me suis dit que un des moyens justement de montrer cette richesse-là, c'est de participer modestement à mon niveau à établir l'édition critique de ce corpus, qui est d'autant plus étrange que l'orientalisme savant a été injuste avec cette partie du monde musulman. Vous ne trouverez nulle part une biographie de Cheikh Bey el-Kounti, alors même qu'à mon sens, et permettez-moi de le dire avec de l'emphase, c'est certainement le plus grand juriste de cette partie du monde musulman qui intègre y compris le Maghreb à la fin du XIXe et début du XXe siècle. Son érudition juridique... Je suis obligé de vous rappeler qu'il vous reste... Vous avez dépassé un peu le temps, il vous reste une minute. Je termine. Et l'enjeu de faire connaître et d'éditer ces corpus, c'est montrer c'est indiquer que le système normatif sur lequel repose l'islam dans nos pays, dans cette partie du monde, mais aussi ailleurs, est en péril. C'est le pluralisme normatif qui est porteur par ces grands corpus qui s'inscrivent dans la grande tradition, qui est en péril, qui est mis en péril par un nouveau système dogmatique qui est celui du salafisme, qui ne connaît que ce qui est halal, ce qui est haram. Ça, c'est une aberration pour les juristes,
parce que le système normatif repose sur sur des classes dogmatiques qui sont... Il y a au moins 5 classes dogmatiques entre le halal et le haram. Et pour qu'on en vienne à caractériser quelque chose de haram, il faut que ça soit vraiment énorme. Aujourd'hui, fumer une cigarette, ils vous disent c'est haram. Alors que dans tous les corpus juridiques de l'Occident musulman, mais aussi d'ailleurs, il est dit que c'est makruh. Oui, mais makruh, à la fois c'est réprouvé, mais ça produit aussi des effets juridiques, etc. Professeur, prière voilà. شكرا أستاذ عبيد على عرضه